un jour ou deux, et après vous pourrez retourner sauver le monde. Pour la 7e fois. 8e. Quoi, vous comptez? Bonjour les Athosiens, bonjour les Athosiennes, bienvenue sur Stargate Explorer. Aujourd'hui pas de soupe à la tortue, pour ceux qu'on l'arrive. On va faire un tour de toutes les fois où la Terre a été sauvée dans Stargate SG1. Comme précédemment cité par Tic au début de la vidéo, la Terre aura été sauvée 8 fois jusqu'à la saison 6. Alors nous allons voir déjà si ce chiffre est exact et de quelle manière la Terre a été sauvée. Et vous allez voir, ce n'est pas toujours les héros principaux qui vont sauver notre belle bleue. Alors attention, je précise à tous les puristes que ce classement est purement personnel et ce sera ma façon de juger. Bien sûr, le débat est ouvert dans les commentaires avec bienveillance et courtoisie. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous parlerai des dernières actualités de Stargate Explorer. Cette année promet des nouveautés. Et avant de commencer, sachez que pour faire ce classement, je me suis servi d'un outil que j'utilise beaucoup dans mes vidéos, Stargate Fusion. On n'en parle pas beaucoup, on n'en parle pas assez, mais c'est le meilleur site de référence Stargate. Je vous recommande, petits et grands fans, d'aller faire un tour dans cette encyclopédie qui est pour moi une mine d'or. Le lien est dans la description. C'est parti pour ce panorama de sauvetage de la Terre. On commence chronologiquement par la saison 1. Mais tout d'abord, une précision, parce que je vous connais là au fond de la classe. J'aurais pu commencer par le film. Mais premièrement, j'ai dit que je parlais de Stargate SG1. Et deuxièmement, nous parlons des menaces planétaires. Dans le film, Ra avait comme idée de rapporter la bombe nucléaire par la porte des étoiles avec un zeste de Naquadah. Ça donnera une explosion 100 fois plus puissante et destructrice que ce que la bombe seule aurait pu provoquer. Alors, 100 fois, c'est beaucoup. On aura entendu parler à la télé. Mais de là à faire sauter toute la planète, il y a débat. N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, et n'oubliez pas que dans les blockbusters américains, souvent la Terre, c'est ça. Bon allez, revenons à nos moutons. La saison 1, c'est plutôt calme. Et oui, c'est Iris qui fait tout le boulot. Malgré tout, à plusieurs reprises, on frôle la catastrophe. Comme par exemple dans La théorie de Broca. Dans cet épisode, SG1 et notre équipe se fait infecter par un virus très contagieux. Donc là, on est dans une menace purement médicale. On va voir que ça arrive plusieurs fois dans la série. Je ne mets pas cet épisode dans le classement parce que bien qu'il y ait une menace, la prévention du général Hammond a été efficace. À cette époque, les protocoles sanitaires du SGC étaient bien plus draconiens. Le SGC va plusieurs fois se retrouver en grand danger sans réel impact pour le reste de la planète. C'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer sur les menaces plus importantes. La morsure du serpent. Dans ce double épisode, très réussi, on découvre que 2 vaisseaux Mergo Aoul sont en chemin pour faire du tourisme en Bretagne. Mais, coup de théâtre, Daniel a eu la main baladeuse sur un miroir quantique. Ses parents lui ont jamais dit qu'il fallait pas mettre ses doigts sur les carreaux. Je crois qu'ils sont morts. Ah oui, putain. Grâce à cette expérience, il a pu obtenir les coordonnées d'une porte des étoiles placée dans l'un des 2 vaisseaux mères, pour se faire capturer comme des gros débiles. Et c'est là qu'on va rigoler, parce que pour moi, SG1, ce jour-là, n'a pas sauvé la Terre. Non, non, non. Non, 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 non. Pour moi, c'est Bratak qui a tout fait. Qui a libéré SG1 ? C'est Bratak. Qui a dirigé le vaisseau de Chlorel sur le vaisseau d'Apophis, c'est Bratak. Qui a détruit le panneau de commande du vaisseau d'Apophis, c'est Bratak. Je crois qu'on peut dire merci à Bratak pour ce premier sauvetage. En plus, il le dit. De toute façon, il avait déjà prévu de sauver la Terre. Toujours dans la saison 2. Attention, c'était une grosse année pour SG1. Un message dans une bouteille. J'adore cet épisode. Et là, j'en profite pour vous faire remarquer que bien souvent, quand SG1 sauve la Terre, c'est de ses propres conneries. L'expression qui dit « la curiosité est un vilain défaut » n'a jamais aussi bien trouvé sa place que dans cette série. SG1 visite une planète morte. Ils entrent dans un bâtiment et trouvent une boule de bowling. Mais elle a pas de trou. Alors ça perturbe Daniel, donc il décide de ramener la bouboule à la base. Sauf que cette sphère, qui n'en est pas une, s'active au contact de l'atmosphère. Une pointe s'empale dans le colonel O'Neill et un liquide translucide en jaillit. Bref, en réalité, cette orbe contient une forme de vie microscopique, douée d'intelligence qui se nourrit d'énergie. L'autodestruction de la base aurait produit une forte croissance de l'organisme qui aurait envahi la Terre et conquis le monde. Finalement, une proposition est faite à nous, et l'orbe fut envoyée sur P4G 881. Cette fois, SG1 a bien sauvé la Terre. Famille. Vous l'avez pas vu venir cet épisode, hein ? Silence, femme. Après avoir sauvé Riak des griffes d'Apophis, SG1 se rend compte que quelque chose cloche chez ce sale gosse insolent. Quelque chose te tracasse? Le jour où notre fils a été enlevé, il s'était entraîné avec Maître Bratak.
Il avait perdu 2 de ses dents. Elles ont été remplacées. Riak portait 2 fausses dents. Ils ont dissimulé à l'intérieur de chaque dent un organisme biologique, une sorte de virus, neutralisé et mis en sommeil. Mais qui, une fois activé, deviendrait l'arme la plus mortelle qui soit. Ça explique pourquoi il tenait absolument à sortir. Il aurait fallu moins de 2 jours pour que toute l'Amérique du Nord soit infectée. Et moins d'1 semaine pour le reste du monde. Ah ouais, à côté, la Covid c'est de la rigolade en fait. En tout cas, on peut dire que Dreyhawk a du mordant. Et heureusement qu'une maman est toujours là pour voir ces choses-là. Merci Dreyhawk, tu as sauvé la Terre. Mine de rien, c'est chaud quand même. T'imagines, il loupe une marche au temple de Chulak, il tombe sur la tête, il se cache la dent, allez hop, c'est fini. Le plan a échoué. Le fléau. Des grosses bestioles. Une bande d'insectes monstrueux. Pendant la visite de cette ravissante cité, Teal'c découvre qu'il est allergique aux piqûres de moustiques. Fragile. Ce moustique aux allures inoffensives injecte un venin reproducteur qui change l'ADN de celui qui est piqué pour se transformer en insecte. Ravissant, n'est-ce pas? Cela n'aurait pas été bien grave si Teal'c était resté tranquillement à la base. Mais le colonel Maybourne a décidé d'emmener Teal'c en colonie de vacances dans un centre de recherche. Celui-ci n'ayant pas eu son goûter, il a décidé de fuguer pour manger des barres chocolatées après avoir raquetté une petite fille. Je dois manger. Après une grande partie de cache-cache, Teal'c fut retrouvé et soigné par un vieux copain de Carter, Timothy Harlow. Étant donné que c'est lui qui a créé l'antidote, j'estime que le titre de Sauveur de la Terre lui revient. Merci Timothy. Une question de temps. SG-10 faisait bronzette sur P3W 451 quand il se rend compte que il va pleuvoir. Il décide de rentrer à la base, mais voilà qu'un trou noir s'est formé. Ça tombe bien, SG-1 n'avait rien à faire et décide de les rejoindre. Mais voilà que la porte est bloquée, à cause des ondes gravitationnelles qui remontent à travers le vortex. Impossible de fermer la porte. La base commence à subir les effets de la gravité et rien ne peut empêcher la Terre d'être elle-même engloutie par le trou noir. Imaginez toute la planète avalée par un trou noir qui passe dans un anneau de 5 mètres de diamètre. Mais heureusement, Carter, toujours là pour trouver des bonnes solutions, en faisant exploser une bombe juste devant la porte, le vortex de sortie fut dévié sur une autre planète. SG-1 une nouvelle fois sauvé la Terre d'une catastrophe sans précédent. Enfin, Sam, Teal'c et Jack. Pendant ce temps-là, Daniel, il était planqué sur notre planète, tranquille au calme. Et nous passons à la saison 3. Diplomatie. Alors cet épisode porte plutôt bien son nom. Les Asgard souhaitent ajouter la Terre au programme de protection des témoins, des planètes protégées. C'est une liste de mondes que les Goa'uld n'ont pas le droit d'attaquer sous peine de représailles des Asgard. En raison des nombreux événements récents, il est plus que probable que les Goa'uld se mettent d'accord pour nous mettre une branlée. Pour résumer, les négociations se sont bien finies, et on remercie les Asgard d'avoir sauvé la Terre d'une attaque plus que certaine. Invasion. En revenant d'une mission, SG-1 découvre que des extraterrestres possédant la faculté de se métamorphoser ont pris le contrôle du SGC. Mais pas que. Un puissant sédatif est donné à SG-1 pour les faire passer dans la photocopieuse et prendre leur apparence. Mais Teal'c est trop stock et réussit à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Il décide de se sacrifier pour que Sam puisse s'enfuir et tout raconter à... Mais Bourne, décidément vous êtes idiots tous les jours de la semaine. Vous pourriez vous accorder de temps à autre quelques jours de vacances. C'est de l'insubordination, Major. Finalement, il découvre que les aliens ont réussi à sortir de la base, Carter trouve un moyen de contrer leur technologie de mimétisme et reprend le contrôle de la base avec Teal'c et O'Neill. Oui, parce que pendant ce temps-là, Daniel continue à faire de la balançoire. Le pire fut évité grâce aux efforts de Carter et de Teal'c qui a découvert le poteau rose. Merci Teal'c. Némésis. Les Asgard sont de retour, mais cette fois, ils ont pris leur vilaine bestiole. Les réplicateurs, des crabes mécaniques qui ingèrent les alliages. En gros, pour eux, Dubaï c'est Disneyland et Darty c'est un buffet à volonté. Leur seul but, se répliquer. Mais ils ne sont pas pressés. Ils prennent leur temps, ils grignotent tranquillement le vaisseau d'auteur avant d'atterrir, ce qui laisse le temps à SG-1 de placer des explosifs et de tout faire péter. Comme d'habitude. Finalement, le vaisseau est détruit en rentrant dans l'atmosphère et la Terre est sauvée par SG-1. Sauf Daniel. Mais là, cette fois, il avait un mot du médecin. Hein, ça fait 3 fois quand même. Victoire illusoire. Dans cet épisode, on se rend compte que tous les réplicateurs ne sont pas morts. Saleté de crabe. Étant donné que c'est la suite directe du précédent événement... Ça te compte quand même que
poulain. Et je précise que, encore une fois, Daniel n'a rien branlé. 2010. Nous voilà 9 ans dans le futur. Oui, parce que l'épisode est sorti en 2001, donc on s'est fait des nouveaux copains, les HN. Des alliés fiables, technologiquement très évolués, qui ont vaincu les Goa'uld. La Terre prospère, les Jaffa sont libres, c'est le paradis. Mais Carter veut un bébé. Vu qu'elle n'y arrive pas, elle va faire des examens. Et avec l'aide du docteur Frazier, elle découvre que les HN ont, avec leur vaccin contre le vieillissement, stérilisé 90% de la population terrestre. Non, je n'y crois pas. Au bout de 2 ans, tout le monde le saurait si ce taux avait chuté. Ça ne peut pas se cacher. Vous croyez? Ils décident donc de s'organiser pour envoyer un mot dans le passé à travers la porte. N'allez sous aucun prétexte sur P4C 970, colonel Jack O'Neill. Encore une mission réussie pour SG-1. On est déjà à 9 sauvetages de la Terre, et on n'est pas encore à la saison 6. Impact. La saison 5 de Stargate SG-1 nous dévoile un nouvel adversaire, Anubis. Celui-ci ne se montrera pas avant la fin de la saison, mais pourtant, il attaque la Terre d'un coup de maître. Le traité des Asgard empêche les Goa'uld d'attaquer la Terre, mais l'assurance ne couvre pas les dégâts dus aux catastrophes naturelles. Alors Anubis décide d'envoyer un gros caillou sur notre belle planète bleue. J'ai déjà vu le film. Ça tombe sur Paris. Mais pas de bol pour lui, un abonné d'Astronogeek regardé par son télescope au même moment. SG-1 n'a pas le choix. Ils vont devoir aller dans l'espace avec un vaisseau qui ne passe plus le contrôle technique pour poser une bombe et se la jouer Armageddon. Sauf que, après un écrasage raté dans un cargo qui tombe en ruine, Carter trouve un truc qui cloche. Major, mets les voiles. Je pense qu'on devra attendre encore un peu. Ça la reprend, une histoire de gravité qui l'ennuie. Elle est trop élevée, plus qu'elle ne devrait l'être du moins. Je dois reconfigurer les capteurs du vaisseau pour déterminer de quoi est fait le cœur. Oh, ça recommence. C'est important, je vous aime. Mais pourquoi compliqué? On est venu, on a vu, on a posé notre bombe, on a chanté sous une pluie de météorites, on peut rentrer sans perdre la face, enfin... Le noyau de l'astéroïde est composé à presque 100% de Naquadah. Et alors, c'est son droit. Ça représente près de 45% de sa masse. C'est aussi son droit. On ne trouve pas de Naquadah dans le système solaire. Qu'est-ce qui va se passer quand la bombe explosera? La puissance de l'explosion sera multipliée par le Naquadah. On va se retrouver devant une jolie petite nova. Si près de la Terre, ça devrait enflammer l'atmosphère et faire aussi bouillir les océans. Une seconde. C'était pas dans le film, ça. Après avoir désactivé la bombe et nous offrir l'une des scènes les plus cultes de toute la franchise, Carter active l'hyperespace du cargo pour faire passer l'astéroïde à travers la planète. Et SG-1 sauve une nouvelle fois la Terre d'une destruction totale, avant de passer à la saison 6. Carter, d'ici, je vois mon jardin. Rédemption. Après la mort tragique de Daniel Jackson, Jonas reste au SGC. Mais il ne sait pas encore dans quel pétrin il s'est foutu. Oh. Je parie que vous regrettez d'être venu ici. Je ne dirais pas ça comme ça. Activation extérieure de la porte des étoiles. Mais rien ne passe. 38 minutes plus tard, 38 minutes, plus ou moins quelques secondes. la porte est toujours active. C'est Anubis qui attaque la Terre, avec une arme des anciens, servant à surcharger la porte d'arrivée pour faire une petite explosion. Cela produirait une explosion de 2 à 3000 mégatonnes. Ah. Bon, pas de panique, heureusement, Jonas est là, parce que pendant que Mackay donne des cours de piano, lui, il réfléchit. Et c'est là qu'il se dit... Ça peut paraître idiot, seulement ça m'intrigue depuis que je suis arrivé. Quoi? On est à l'intérieur d'une montagne. Il est évident que cette porte n'a pas pu passer par les issues qu'on utilise. Et vous voulez savoir comment elle est entrée? Ouais. Le plafond coulisse et au-dessus, il y a un conduit qui mène à la surface et qui possède une grue puissante qui a descendu la porte jusqu'ici. Ah, c'est pas mal. Oui. Et elle marche, la grue? Je savais que vous comprendriez. Oui, c'est ce qu'on appelle se débarrasser des problèmes. Après moult rebondissements, Jack parvient à envoyer le vaisseau à travers l'hyperespace et la porte explose à des milliers de kilomètres de la Terre, empêchant la catastrophe. Wow. Donc un grand merci à Jonas, qui s'est montré 1000 fois plus efficace que Daniel. Et également, merci à Ryak, qui a détruit l'arme d'Anubis, sauvant la Terre d'une éventuelle deuxième attaque, ainsi que les innombrables autres planètes qui auraient pu subir le même sort. Et c'est tout pour la saison 6, on est déjà à 11, donc tic, il faut revoir tes calculs. La cité perdue. Anubis a encore envie d'attaquer la Terre. Par contre, cette fois, pas de ruse ou de fourberie, il y va franco. Une armada de plusieurs vaisseaux mers se met en orbite. Voilà les gars, ça va chier, un blocus général de toute la planète. Rien ne rentre, rien ne sort. Ok?
allons-nous? Anubis, il y a un vaisseau qui est rentré dans l'atmosphère et il se dirige vers le pôle sud de la planète. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il fout là, lui? SG1 nous fait une entrée spectaculaire avec un atout en poche. On ne le sait pas encore, mais il s'agit d'un extracteur de potentiel 2.0. Avec cette pile, vous n'allumez pas un, mais 2 lapins en peluche pendant 72 heures d'affilée. Et accessoirement, le fauteuil de contrôle des anciens qui permet de détruire l'armée d'Anubis. Saison 8, alerte maximum. Chut. Ça sonne. Après la fuite de la confrérie dans l'Alkèche d'Osiris, on découvre que les Goa'uld se sont infiltrés dans la politique de notre bonne vieille Terre. On avait besoin de ça. Leur plan, très simple, faire en sorte que l'on se tape dessus pour récupérer l'arme des anciens cachée en Antarctique. En vrai, je pense qu'on n'a pas besoin d'eux pour ça. Heureusement, le général Lee parvient à convaincre le président russe que l'infiltration Goa'uld vient de leur côté. La Terre est sauvée grâce aux efforts de SG1 et de Poutine. Dernière chance. Les réplicateurs sont de retour. Le double maléfique de Sam décide de mettre une branlée générale à tous les grands maîtres Goa'uld. Le sort de la galaxie est en jeu. Les Goa'uld vont se faire massacrer en l'espace de quelques semaines. Ça devrait être une bonne nouvelle, mais je ne sais pas trop quoi en penser. Moi aussi, je serais ravi de voir la fin du règne des grands maîtres. Mais pas pour qu'il soit remplacé par un ennemi encore plus cruel. Heureusement, une arme existe sur la lointaine planète d'Akara. Alors, cette arme... Jacob, il va vous expliquer. Cette arme doit envoyer une vague d'énergie qui fragmente toute la matière rencontrée au niveau moléculaire. Ah, bien sûr, elle ne serait pas assez puissante pour détruire toute une planète, mais tout ce qui vit à sa surface serait instantanément désintégré. Ainsi que ce qui se trouve en orbite. Quelle énergie emploie-t-elle? Je l'ignore, mais je trouve que ses effets ressemblent étrangement à ceux du disrupteur que vous avez fabriqué contre les réplicateurs. Le principe est de séparer les constituants individuels de la cible. Le disrupteur nous vient des anciens. Et pendant que Daniel joue au bras de fer avec la vilaine Sam, les crabes attaquent le SGC. Impossible de les arrêter, c'est la fin des haricots. Mais dans un ultime espoir, Sam et son papa, Ebal, arrivent à trouver la bonne recette et envoient la sauce avec l'arme sur toutes les planètes de la galaxie. On remercie également Nerus qui nous confie bien plus tard que c'est lui qui a modifié la porte pour qu'elle puisse s'ouvrir dans toute la galaxie. Ne me demandez pas comment il a fait, je trouve ce principe un peu bizarre. Mais bon. Damn! J'ai beau être matinal, j'ai mal. Les réplicateurs sont vaincus, la Terre est sauvée, le règne des Goa'uld est fini. Pour la vie. Après la destruction des réplicateurs, Daniel se retrouve au purgatoire des êtres de lumière. Oma lui propose la mort ou l'élévation. Un choix difficile, sans doute. Mais pendant que Sam organise son mariage et l'enterrement de son père, Daniel fait connaissance avec le vrai visage d'Anubis. Vous êtes Anubis. La vôtre. Celui-ci est bien décidé à tirer profit de la situation. Pendant que les Jaffa tombent dans un piège, tonton Anubis retourne sur Takara avec une idée bien précise. Utiliser l'arme pour détruire tous les êtres vivants de la galaxie, y compris la Terre. Finalement, Oma décide d'agir pour le bien de tous et neutralise Anubis, l'empêchant d'accomplir son œuvre. On remercie donc Oma Dessala pour son courage. Le 4e cavalier de l'Apocalypse. Bla 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 bla. Dans cette 9e saison, nous découvrons un nouvel adversaire, les Ori. Ils apportent de la fraîcheur et de la nouveauté dans la série, c'est génial. Les Ori puisent leur énergie dans leurs fidèles pendant qu'ils prient. Plus ils ont de fidèles, plus leurs pouvoirs sont grands. Pour rassembler plus de fidèles, ils utilisent les prêcheurs, qui ont une méthode marketing efficace. Tu t'abonnes à Origine, ou tu crèves. Les méthodes d'exécution sont plutôt variées, mais la plupart du temps, ils utilisent la maladie. Dans cet épisode, SG6 est envoyé espionner un prêcheur en plein rush sur P2X 885. Après leur mission, l'équipe SG rentre à la base, mais sans savoir qu'elle a été contaminée par le super virus des prêcheurs. L'infection se répand sur toute la planète, et les morts commencent à s'entasser. Pendant ce temps, Girac, le chef des Jaffa, fait une reconversion spirituelle et devient le seul prêcheur noir de toute la galaxie. Alors il se passe beaucoup de choses dans ce double épisode, donc je vais vraiment me focaliser sur l'essentiel. Girac retrouve la raison et se rend compte qu'il est devenu très exactement tout ce qu'il a juré de combattre. Si jamais je vous aide, je mourrai. Et finalement, Girac, dans un ultime sacrifice, sauve les membres du SGC ainsi que le monde d'une épidémie, avec classe.
Il n'a pas fait ça tout seul. Il a soigné les malades de la base et c'est à partir de leur sang que nous avons pu fabriquer l'antiviral et le vaccin, grâce aux recherches d'Orline. Non mais l'autre, dès comment elle prend trop la grosse tête. Ah, il a pas fait ça tout seul. J'en ai rien à foutre. L'histoire retiendra que c'est Guérac qui a sauvé la Terre, point. La loi du talion. Après un attentat sur Dara Eshkalon, Teal'c apprend que le meurtrier de sa maman... On n'avait dit pas les mamans. ...a décidé de Sayori et projette de détruire la Terre. Mais personne ne le croit. Il fait donc cavalier seul, commet des actes plus que limites, se bagarre contre le reste de SG1 et finit avec une épée dans le bide. Juste avant de porter le coup fatal, Arcade confie à son adversaire qu'il va détruire la Terre. Mais Teal'c met fin au plan d'Arcade en le tuant dans l'une des scènes les plus hardes de toute la franchise. Teal'c, seul contre tous, a sauvé notre bonne décennie. Je n'aimerais pas t'avoir pour ennemi, Teal'c. J'ai été à bonne école, mon vieil ami. L'Arche de vérité. Non, franchement, ce téléfilm aurait pu passer au cinéma, tellement qu'il est bien. Les Ori sont détruits, mais leurs fidèles continuent de convertir toute la galaxie. Heureusement, une arche existe dans la galaxie des Ori. Elle permet aux fidèles de voir la lumière. Après de multiples rebondissements et le retour des crabes, Daniel Valla et Teal'c parviennent à ouvrir l'arche aux yeux du Dossi, confisquant ses pouvoirs à Adria, qui a repris les rênes de l'entreprise familiale. Pendant ce temps, dans la Voie lactée, ça pue. Une armada de vaisseaux Ori se dirige vers la Terre. Dans le doute de se faire avoir par l'âme des anciens, quand même, les Ori envoient un prêcheur pour négocier notre reddition. Ça tombe bien. SG1 revient de justesse avec leur nouveau joujou. Les fidèles comprennent que les Ori ne sont pas des dieux, qu'ils sont tous morts, et repartent tranquillement dans leur galaxie. Enfin, continuum. Dans le dernier téléfilm de la saga, on nous invite à la mise à mort du dernier grand maître Goa'uld, Baal. Mais pendant ce temps, le vrai Baal, oui parce que celui-là c'était un clone, voyage dans le temps pour faire en sorte que le programme Stargate ne voie jamais le jour. Pas de bol, mais alors vraiment, pas de bol pour lui. Au même moment, l'équipe SG1 traverse la porte des étoiles et se retrouve dans le vortex au moment où la modification temporelle se fait. Du coup pour eux ça n'a pas marché. Ils se retrouvent sur une Terre qui n'a pas eu de programme porte des étoiles, avec la porte engloutie dans les eaux glaciales du pôle Nord sans moyen de la franchir. Plusieurs années plus tard, Baal revient sur Terre, avec la plus grande armée jamais rassemblée par les Goa'uld. Il a vaincu tous ses ennemis, c'est lui le boss. Mais Baal n'a pas rangé la vaisselle, et du coup sa reine Ketesh en a vraiment marre de passer derrière lui. Alors elle le coupe en deux, et ordonne le bombardement de toute la planète. Finalement SG1 parvient à retrouver la machine temporelle de Baal, et Mitchell retourne sur Terre, avant que le continuum espace-temps soit modifié. Game over. Et voilà, nous avons fait le tour de toutes les fois que nous avons été sauvés d'une menace planétaire dans Stargate SG1. Stargate SG1, c'est une aventure qui nous fait rêver et voyager. C'est un monument de la pop culture qui continue d'inspirer les plus grandes œuvres de cinéma et de la télévision. Nous concernant, cela fait déjà plus d'1 an que notre premier épisode est sorti, et c'est actuellement la 100e vidéo de la chaîne. J'ai réussi à maintenir un rythme de sortie plutôt régulier depuis la fin de l'année dernière, un rythme que je ne peux plus du tout assumer. Pour ceux qui nous suivent sur les réseaux, vous savez que nous avons tourné plusieurs vidéos avec l'équipe SG10, ce qui correspond à la suite de nos aventures. Mais je ne peux pas sortir d'épisode pour le moment, je suis bloqué. Il me manque des scènes qui seront à faire plus tard. Si vous êtes fan de la franchise, que vous avez un peu de temps libre et que vous avez des tenues style médiéval ou fantastique, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux, et ça nous ferait plaisir de partager tout ça avec vous. D'ailleurs, pour rappel, on est plutôt basé en Normandie. Nous sommes également à la recherche d'un petit village style médiéval, style village de reconstitution. Je vais mettre des images. Pour tourner quelques scènes, faire quelques plans. On est sur une piste, mais c'est un peu compliqué, donc plus j'ai d'options, mieux c'est. Si vous avez des contacts, n'hésitez pas à nous les transmettre, ça nous aiderait beaucoup. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce en bas si vous voulez, de la commenter si vous avez quelque chose à dire, et si vous pouvez la partager, ce serait vraiment formidable. A bientôt sur Stargate Explorer. Allez.